Ok, bonjour Vincent et bonjour à tous parce que au fond c'est à tous ceux de ce congrès que je m'adresse et ça me fait très plaisir d'être présent dans ce congrès qui me semble important sous différents paramètres, mais je crois que le premier et principal, c'est que c'est l'abeille qui est au centre de notre réflexion, de nos partages, et nous avons en ça une pensée commune, un amour commun autour de cet animal qui est l'animal colonie, qui est l'insecte, mais aussi l'animal colonie. Moi, je suis donc ravi de cette initiative que tu as eue, Vincent, et d'y participer vraiment clairement. Parler de l'apiculture vivante, parler de l'apiculture telle que, à la fois j'en ai l'expérience et à la fois il y a de nombreuses années que je la pratique et que je l'enseigne, c'est au fond mettre la compréhension de l'abeille au centre du raisonnement. Ce que nous savons de l'abeille aujourd'hui est quand même bien plus évolué, bien plus conscient que ce que nos anciens le savaient au milieu du XIXe siècle. L'apiculture à cadre, l'apiculture telle qu'elle est encore enseignée, date du milieu du XIXe siècle, 1850, 1860. C'est la Langstroth qui sort, puis après il y aura la Dadan. Cette apiculture à cadre, j'ai vraiment le sentiment qu'elle n'a pas évolué et qu'elle a essayé au contraire de faire de la production à tout va, sans aucune écoute des abeilles et principalement des abeilles natives. C'était toujours, il fallait aller chercher la plus belle abeille, celle qui était très loin de nous parce qu'elle était meilleure que la nôtre. Alors j'ai vraiment depuis toujours été très étonné de ce raisonnement-là. Alors mon parcours, si tu veux, je sais pas, fais-moi un signe si tu coupes ou pas. Tu couperas? Non? Ouais, ok. Donc je vais résumer un peu mon parcours. J'ai commencé l'apiculture, j'étais chez mon oncle et ma tante. J'ai été élevé par mon oncle et ma tante, en tout cas en grande partie. Et ma tante était apicultrice. Alors, le fait d'apprendre l'apiculture à partir d'une femme apicultrice m'apportait déjà un regard très différent. J'ai commencé aux ruches, j'avais 7 ans. Et à 7 ans, j'étais plus effrayé, mais j'étais tellement attiré par ce monde-là. Donc, ça fait maintenant 58 ans que je fais de l'apiculture. Je ne sais pas si ça vaut diplôme, mais ça commence à faire déjà une certaine expérience. D'autre part, après, j'ai fait des études d'agronomie au lycée agricole de Valabre, puis j'ai fait la faculté de biologie, et puis j'ai fait le seul diplôme qui existait en France à l'époque pour être apiculteur au lycée agricole de Hyères. Et puis après ça, je suis parti en coopération au Rwanda, où j'ai rencontré pour la première fois l'abeille africaine. Et donc, vraiment, j'ai été enthousiasmé par les challenges qui m'attendaient autour de cette abeille. On pouvait croire qu'elle était agressive, mais en fait, prendre le problème en disant toujours c'est la faute de l'autre, c'est la faute des abeilles, elles sont agressives, c'est au fond ne pas regarder en face la problématique qui nous attend et la rencontre que l'on peut avoir avec l'abeille et l'apiculture. Moi, j'aime bien cette notion où l'abeille a
toujours quelque chose à nous apprendre et où, si on réfléchit, comme dit le Coran, on comprendra bien quelque chose de plus. L'abeille nous aide à réfléchir. Et donc, j'ai continué vraiment à réfléchir sur cette abeille africaine. Puis après, je me suis spécialisé, je vais passer les étapes dans l'apithérapie, tout en connaissant très très bien l'abeille et le monde apicole, à la fois par mon parcours biologique et puis par mon expérience, et en m'orientant sur l'utilisation des produits de la ruche à des fins médicinales et médicales, puisque j'ai travaillé en milieu hospitalier, d'où mon titre que j'ai eu de professeur invité permanent de la faculté Calixto Garcia de La Havane, puisque j'ai enseigné pendant 7 ans l'apithérapie à l'université à La Havane. Donc, ce parcours m'a amené à la fois réfléchir sur l'abeille, sur les produits de la ruche et sur leur utilisation dans le spectre le plus large de leur utilisation, pas simplement dans l'alimentaire pur et simple. C'est certainement ce qui m'a complété une vision de l'apiculture et du travail avec les abeilles. Parce que quand tu utilises les abeilles, pas simplement au niveau alimentaire, mais que tu les utilises aussi au niveau venin, que tu regardes toute la capacité, ça t'impose des réflexions différentes. En tout cas, ça m'a imposé des réflexions différentes. Les abeilles m'ont toujours imposé la réflexion. Et cette réflexion m'a toujours amené à me poser des questions sur moi et à poser des questions sur, au fond, qu'est-ce que cette relation, qu'est-ce que la confiance, qu'est-ce que cette relation à nous-mêmes que nous pouvons découvrir avec nos belles butineuses. Voilà. Donc, l'idée, c'est de passer au-delà de l'agressivité en Afrique, c'est de passer au-delà des pathologies en Europe, c'est de passer au-delà de tout ça pour dire, OK, quelle est cette réflexion, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, et comment on peut aller de l'avant avec tous ces paramètres qui nous sont imposés, joliment imposés par l'abeille. Voilà. Donc ça c'est ce qui m'intéresse vraiment au niveau de l'apiculture. L'apiculture vivante, pourquoi? Parce que quand on met au centre, tiens, regarde, il y a un rayon de soleil en Belgique, et du coup, c'est complètement... normalement, en quelques minutes, ça va passer. L'apiculture en soi, c'est un choix, au fond, c'est un choix sociétal. Avant même de faire changer la société, tu es obligé de te changer toi-même par rapport au regard des abeilles. C'est un choix sociétal où le choix est très simple, où il y a du respect et tu sens que tu fais avec les abeilles et donc tu fais avec la vie, où il n'y a pas de respect et tu fais pas avec les abeilles, donc tu fais pas avec la vie. Tu veux changer la vie, ça me fait penser, je saute un peu du coq à l'âne, mais ça me fait penser à ces biologistes en ce moment qui veulent faire de l'insémination artificielle avec un seul frelon pour justifier la loi de Mendel sur l'évolution des espèces et ce genre de choses, la première loi de Mendel, alors que dans la nature et la vie, les abeilles, une reine se fait féconder par entre 10 et 15 mâles, ou on va dire entre 8 et 15 pour être dans le spectre le plus large. Et comme ça n'a rien à voir avec ce que proposent les biologistes qui veulent juste féconder avec un frelon pour pouvoir retrouver la loi de Mendel et non pas comprendre là où nous amènent les abeilles. Eh bien, c'est la même chose avec l'apiculture en général. L'apiculture en général, c'est respecter l'abeille, donc respecter la vie, comprendre ce qui se passe et produire avec harmonie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas produire, je dis qu'il faut produire en harmonie et en respect.
Nous avons aujourd'hui un projet avec 300 ruches au Rwanda. 300 ruches, c'est une activité professionnelle. On n'est pas en train de faire un petit projet apicole, c'est vraiment une activité professionnelle. Mais par contre, il y a le respect des abeilles, et il y a un tel respect des abeilles qu'elles nous le rendent vraiment. Ce qui est incroyable, c'est que ces abeilles natives africaines, elles ne sont pas plus agressives que des noirs chez nous, qui ne sont pas agressives. Je ne voudrais pas dire que les deux sont agressives, je veux dire qu'aucune des deux n'est agressive. Elles sont juste en train de défendre leur vie, leur système, et si tu rentres dans ce système avec violence, elles te le rendent. Si tu rentres avec douceur, elles te le rendent. Donc, c'est vraiment elles qui décident du tempo, et moi j'en suis ravi. Voilà, je vais juste tirer le rideau parce que c'est vraiment terrible. Voilà, ça va mieux. Je suis plus dans une lumière comme ça. Donc oui, voilà. Les critères, les premiers critères de l'apiculture vivante, c'est les critères de mettre au centre de notre raisonnement et de notre respect l'abeille. Faire avec l'abeille et pas contre l'abeille. Et alors là, il y a des dizaines de paramètres que cette apiculture qui date du 19e siècle, qui pratique une apiculture qui va à l'encontre. Ça paraît dingue, mais ça va à l'encontre de la vie des abeilles, de ce que l'on sait aujourd'hui de la vie des abeilles. Et ça, c'est vraiment fondamental de comprendre ça. Que ce soit la dimension des ruches, que ce soit les espaces intercadres, que ce soit les cires, que ce soit la manière d'approcher l'abeille, que ce soit la manière de récolter. À toutes ces étapes-là, c'est d'abord la production et le raisonnement de productivité qui a engendré l'apiculture telle que nous la connaissons, et ce n'est pas le respect des abeilles qui a amené ça. Ce qui est marrant, oui, ce qui est intéressant, c'est que nous, avec nos 300 ruches au Rwanda, Ève de Sadler, ma compagne et moi-même, nous avons, et toute l'équipe sur place là-bas, parce que on en parlera certainement, mais nous avons une équipe extraordinaire. Nous avons mis ça en place, d'abord le respect des abeilles. Rien d'autre au départ. Et donc, en mettant ça en place, aujourd'hui, nous sommes à la 4e année et nous arrivons à avoir des ruches, les meilleures ruches qui commencent à produire entre 20 et 30 kilos sur l'année. Ce qui est, somme toute, à la fois remarquable et qui permet une apiculture extrêmement rentable pour les personnes sur place et pour nous aussi, tout en ayant, je dirais, le respect des abeilles et en étant en abeille native et en étant pas main nue parce qu'on fait très attention, mais on a des gants de latex naturels chirurgicaux, comme des gants chirurgicaux très fins. Les abeilles pourraient piquer à travers, mais en aucun cas on a des piqûres ou quoi que ce soit. Quand on a des piqûres, c'est qu'on est passé à côté de quelque chose. Voilà. Ça, c'est un ensemble je dirais, de paramètres qui fait des choix très différents. Pendant de nombreuses années, pendant 14 ans exactement, j'étais vice-président de la commission d'apithérapie à Apimondia. Et avec Théodore Cherbulier, le professeur Théodore Cherbulier, qui était président de la commission, là où j'étais vice-président, nous nous battions à l'époque pour essayer de faire en sorte de changer les statuts d'Apimondia pour qu'Apimondia mette l'abeille au centre. Nous n'y sommes pas arrivés, jamais.
Apimondia est la fédération internationale des fédérations d'apiculteurs. Et c'est les apiculteurs, c'est pas l'abeille. Ça paraît anodin comme ça, mais les mots définissent des choses, définissent des natures d'esprit, définissent des éléments qui sont fondamentaux des orientations qui au départ paraissent anodines et puis après prennent des directions qui s'éloignent terriblement les unes des autres. Alors, eh bien, toute cette réflexion qui a mûri pendant des années, j'ai écrit plusieurs livres sur des sujets d'apithérapie et je n'écrivais pas des livres sur l'apiculture, bien que je sois expert au niveau, j'ai fait plusieurs missions d'expertise au niveau de la Commission européenne ou des Nations Unies, du PNUD, pour l'apiculture, en même temps que pour l'apithérapie. Eh bien, j'avais cette expertise au niveau apicole et je voyais bien, je ne voulais pas écrire de livre sur l'apiculture parce que je voyais bien qu'il y avait une dérive très nette de l'apiculture. Et donc, j'ai commencé à mettre en place un projet d'écriture de livres qui s'appelait des plaidoyers. Et j'ai commencé à écrire des plaidoyers sur, d'abord, un plaidoyer général sur ce que devrait être la pensée qui anime les apiculteurs. Et puis après, j'ai écrit des plaidoyers qui étaient plus ou moins techniques. Et j'en ai fait un ouvrage que j'ai appelé, et qui s'appelle, et qui va sortir, qui s'appelle « L'apiculture éthologique ». Alors, pourquoi l'éthologie ? Parce que l'éthologie, c'est la compréhension des mécanismes sociaux d'un animal, des animaux en général, les interactions entre les animaux, mais du cheval, de l'abeille, et ainsi de suite. Et moi, j'ai fait beaucoup d'éthologie en équitation. J'avais des chevaux, et mes chevaux étaient dressés en éthologie. Et ils n'ont jamais connu le mort, jamais, jamais, jamais. Et je pouvais monter à droite ou à gauche de mes chevaux et ainsi de suite. Ça n'avait rien à voir avec ça. Pourquoi ? Parce que nous étions dans une relation où on se comprenait l'un l'autre. On parlait le langage cheval. Eh bien, parler le langage abeille, et c'est ça l'apiculture éthologique. C'est comprendre comment elle fonctionne, faire avec et faire bien avec. Une abeille, elle va pas fonctionner de la même manière. D'abord, il faut savoir que il n'y a pas de race, il y a une seule race, c'est une abeille qui a été inventée totalement, et puis sinon, ce sont des sous-espèces natives, ce sont des abeilles qui se sont adaptées à leur écosystème. Et l'adaptation, elle s'est passée entre 3 et 5 millions d'années. Pas quelques centaines d'années, 3 à 5 millions d'années. Donc, on est là dans une adaptation et une harmonie totale entre les végétaux qui entourent ces sous-espèces et nous-mêmes. Et elle, cette harmonie entre tous ces éléments, et depuis 3 à 5 millions d'années, on n'y était pas, hein, loin s'en faut, eh bien, nous avons une obligation de respecter ces éléments-là, une obligation de respecter la vie, et ce vivant-là. Donc, notre apiculture doit être respectueuse de l'abeille cellule éparse, d'un animal qui est la colonie. Déjà, intégrer ça, c'est un changement de paradigme par rapport à la biologie classique, où seul l'insecte est considéré et la colonie commence juste
à être regardé par certains, mais très peu. Voilà, les plaidoyers, c'est vraiment, et mon nouvel ouvrage, c'est vraiment un regard sur une apiculture qui doit se réorganiser, et c'est pas grand-chose au bout du compte. Si l'on arrive à gommer certains égos, le reste se fait très facilement. En fait, tout le monde a envie de faire ça, mais c'est juste d'accepter de le faire, c'est juste d'accepter que les ruches ne doivent pas être les mêmes de partout sur toute la planète, c'est juste que les ruches doivent être en harmonie avec la sous-espèce qui est en place, c'est juste que donc les extracteurs ne doivent pas être les mêmes, ils doivent être adaptés aux ruches de chaque sous-espèce, mais chaque sous-espèce, en fait, il y a peut-être une ou deux grandes différences pour tout le continent africain. Et encore, donc, c'est pas non plus à tous les coins de rue faire des extracteurs différents et du matériel différent. Je crois que là, il y a un raisonnement respectueux où on adaptera les choses, mais arrêtons de mettre de la langstroth et de la dadande partout, avec les mêmes intervalles, les mêmes grilles d'espacement, les mêmes trous de vol, le même épaisseur de bois, et voilà. Enfin, il faut quand même savoir que quand on parle de sous-espèces, en Italie, on parle de l'italienne comme si c'était une abeille merveilleuse. Mais en Italie, il y a 3 sous-espèces d'italienne, de Ligustica. Il y en a 3. Celle du nord, celle du centre et celle du sud. Celle du nord a à peu près les mêmes cycles de vie que de l'autre côté des Alpes, la petite noire de l'autre côté des Alpes, pour une raison très simple, c'est qu'il fait froid l'hiver, et c'est qu'elle se réveille au printemps, et que bon, les fleurs arrivent au fur et à mesure, ça commence par les chatons de différentes forêts, et de bois, les noisetiers, tout ça, enfin bon. Et de l'autre côté, au centre et au sud, c'est différent. Mais quand on prend l'italienne du sud, évidemment, en Italie du Sud, en hiver, il fait chaud. Il fait même assez bon. Et donc, c'est la période où souvent il y a les fleurs. Donc, l'abeille de l'Italie du Sud, elle a perdu l'habitude de faire la grappe en hiver, ou elle ne l'a jamais eue. Ça, je ne sais pas si elle a perdu ou si elle l'a jamais eue. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'elle n'hiverne plus. Comme elle n'hiverne plus, elle a perdu cette notion de faire la grappe, ou elle l'a jamais eue. Donc évidemment, les apiculteurs du sud de l'Italie vont proposer à la vente, pour des gens du nord de l'Europe, des abeilles très développées à la fin de l'hiver, mois de février, mars, parce qu'elles ont passé l'hiver, elles ont eu des fleurs, il y a eu du pollen, et donc ils proposent des essaims sur 6 cadres, mais elles n'ont pas génétiquement la capacité de faire la grappe. Ou elles l'ont eu, ou elles l'ont jamais eu, ou elles l'ont perdu. Mais en tout cas, elles n'ont pas. Et donc, ça arrive chez nous, dans le Nord. Là, je suis en Belgique. Ça arrive en Belgique ou dans le Nord, dans n'importe quel endroit où il y a besoin de passer l'hiver d'une certaine manière. Et là, elles sont merveilleuses pour la première production. Et après, c'est catastrophique parce qu'elles essaient d'y revenir, elles essaient de retrouver dans leur ADN tout ça, mais elles n'y arrivent pas correctement. Et elles meurent. Et après, l'apiculteur dit « Oh, c'est ci ou c'est ça, c'est un problème de ci ou un problème de ça. » Non, le premier problème, c'est que tu as été chercher des abeilles là où elles avaient 5 millions d'années ou 3 millions d'années d'évolution et que tu les as amenées au lieu de travailler avec les tiennes. Et ça a fait une mixité génétique monstrueuse, le système, et cette mixité génétique monstrueuse a fait des dérèglements profonds dans la réalité sociale et écologique des abeilles. Et il est même aujourd'hui difficile de trouver des petites noix. Il est difficile de trouver des abeilles qui sont vraiment adaptées à leur écosystème
et qui, alors moi j'en entends qui disent, oui, mais elles sont agressives, oui, mais elles produisent moins. Enfin, un peu de bon sens dans tout ça. Elles sont agressives si on les met dans des bonnes conditions. Les petites noires, elles ne sont pas plus agressives que les autres. Loin s'en faut. Comme les abeilles africaines, parce que ils ont qu'à venir chez moi, hein, au Rwanda, ils verront. Hein. Et puis, ils ont qu'à faire un pas de côté, surtout. L'abeille africaine, elle est adorable, mais tu fais pas un pas de côté, quoi. Tu restes dans sa communication à elle, tu écoutes, tu sens, tu es en harmonie, mais tu es à leur écoute. C'est elle les maîtres. C'est pas toi qui dis je suis un bon apiculteur. C'est elle qui donne le tempo et toi, tu es à leur écoute. Ça, c'est la vérité. Et les petites noires, c'est pareil. Faut arrêter de dire qu'elles sont agressives. Surtout que si en plus on fait un peu de sélection massale sur la petite noire, on arrive à des résultats merveilleux et à retrouver des abeilles qui sont en harmonie avec leur zone de butinage. Alors, en parlant de zone de butinage, c'est assez intéressant de voir certaines abeilles. Aujourd'hui, la buckfast, qui est la seule race, hein, tout à l'heure j'en parlais, la buckfast est très à la mode, enfin pour certains. Mais la buckfast, quand on l'étudie de près, je crois que, si mes souvenirs sont bons, hein, c'est moins de 100 types de végétaux butinés, là où la petite noire en est aux alentours de 300. Ça veut dire qu'on a laissé de côté 200 végétaux en développant la buckfast. 200 végétaux butinés, c'est à la fois des possibilités dans les extrêmes de trouver des choses là où les autres qui ne vont que vers 100 ne peuvent pas trouver des éléments nutritifs. C'est aussi de la fécondation de ces végétaux qui manquent. Et donc, on perd ces végétaux-là dans notre écosystème à nous. C'est aussi un système digestif différent. Donc, des ferments lactiques dans les salives et tout ça différent. C'est tout un ensemble de paramètres qui va jouer de l'infiniment petit aux végétaux, l'infiniment grand, j'ai envie de dire au très grand, par rapport à l'abeille, un rôle sur toute la chaîne qui est désastreux. Tout ça parce qu'on dit « Ah oui, mais elle est douce ». Et alors, on s'en fout, les petites noires sont douces aussi. T'as qu'à être à l'écoute des abeilles et tu verras que c'est sympa et c'est doux une abeille. C'est juste toi, tu vas te mettre en harmonie avec eux, quoi, tu vois. C'est pas l'inverse. Voilà. Les défis. Les défis, allez, je vais oser dire, c'est très pédant ce que je vais dire, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Les défis, c'est l'ego. Les défis, c'est le moi-je. Je ne sais pas combien j'ai fait de conférences où j'ai entendu des gens qui disaient « Moi, je connais bien l'apiculture. Moi, ça fait 50 et des années que je fais de l'apiculture et je connais pas bien. J'ai envie de dire « Ok, j'ai le titre d'expert et tout ça parce que j'en connais un peu et j'ai de l'expérience, mais c'est toujours les abeilles qui sont mes maîtres. » Et en plus, j'ai eu la chance d'aller chez les Mayas, de rencontrer des maîtres des abeilles mayas, et ainsi de suite. Et clairement, les abeilles, j'ai toujours été à leur écoute, à leur ressenti, leur énergie est merveilleuse. Donc, c'est là que je me situe. Et les challenges, c'est de dire aux apiculteurs, dans les écoles d'apiculture, au futur, soyez à l'écoute. Apprenez à être à l'écoute aimante
des abeilles. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Nous avons appris à notre équipe au Rwanda. Nous avons 10 apiculteurs formés maintenant dans l'équipe. Nous avons appris à nos apiculteurs au Rwanda à mettre l'abeille au centre, à être à l'écoute des abeilles et à vraiment être dans cet amour de l'apiculture, avec ce regard bienveillant sur l'abeille. Est-ce que je prends tout ce qui est à prendre ou est-ce que je prends ce qui est juste de prendre? Est-ce que je traite l'abeille comme au fond comme un insecte, j'ai envie de dire, ou est-ce que je prends la colonie comme un animal à part entière? Ah ah. Oui, ta question là est intéressante parce que tu dis comment respecter les techniques apicoles et la sélection, la production. Comment peut-on faire tout ça de manière bienveillante? Au fond, quel est le chemin par lequel on peut passer pour arriver à faire une apiculture bienveillante alors qu'on est en production? Oui, mais produire n'est pas un mot sale et laid. C'est ce que tu as dans la tête quand tu produis qui donne le tempo. Si tu as du bonheur en toi et que tu donnes du bonheur aux abeilles, que les abeilles te donnent du bonheur, de toute façon, produire avec les abeilles, c'est produire, mais c'est pas les forcer à produire. D'abord, il faut comprendre. Reprenons le schéma complet pour comprendre la vie des abeilles. 60 millions d'années, les végétaux à fleurs apparaissent. En même temps que les végétaux à fleurs, 60 millions d'années, à peu près, apparaissent les abeilles mellifères. Donc, on voit bien qu'il y a une naissance pratiquement identique entre les végétaux à fleurs et les pollinisateurs. Il faut les deux, et les deux viennent ensemble, comme un couple, pollinisateurs, végétaux. 60 millions d'années, à la louche. Et puis, on se retrouve avec une adaptation, d'abord une première adaptation par continent, puis des adaptations comme ça. Mais quand on dit 60 millions d'années, et quand on revient 60 millions d'années en arrière, des chaos sur la Terre, il y en a eu, mais des nombreux. Des éruptions volcaniques qui mettaient la Terre en délire complet, il y en a eu de nombreux. Cet ADN qui dure depuis 60 millions d'années en a vécu des cataclysmes et des cataclysmes et des cataclysmes. Donc elle a appris à stocker. Et non seulement elle a appris à stocker, mais elle s'est dit, je vais stocker un peu plus que juste une saison. Je vais stocker un peu plus que juste une année. Je vais stocker ce que je peux stocker au maximum, parce qu'il y a eu des fois où sur la planète, pendant ces 60 millions d'années, eh bien, pendant 2 ans, il n'y avait plus rien à becter. Donc, elle a vraiment envoyé du lourd en termes de récolte, de stockage. De ça, après, nous, avec notre manière de penser, on a commencé à dire que les abeilles travaillent, et si elles faisaient l'amour tout le temps, et pas travailler tout le temps, ou alors on met le travail au niveau de l'amour, et ça me va bien. Mais
elles font l'amour dans les fleurs, elles font l'amour entre elles dans un long baiser d'amour pour faire du miel, parce que la trophylaxie, c'est aussi un long baiser d'amour. Et puis, en plus de ça, elles surstockent parce que elles ont des millions d'années d'expérience. Donc, prendre une partie de leur surstock, ce n'est pas être prédateur. La poule fait 25 œufs par mois, 24, 25 œufs par mois, elle ne peut pas les élever tous. Elle ne peut pas les élever. Si elle en élève 10, 15, après elle s'arrête et elle va couver. Mais sinon, elle pond, et ceux-là, si tu les prends, tu n'es pas prédateur de la poule. Elle fait plus d'œufs que ce qu'elle peut élever. L'abeille prend plus de miel, fabrique, on va le dire comme ça, plus de miel que ce qu'elle ne peut consommer et ce dont elle a besoin. Par contre, s'il y avait une éruption volcanique demain qui fasse péter la planète pendant 2 ans dans le noir, comme ça s'est déjà passé, eh bien, nous ne survivrions pas beaucoup et pas nombreux, et avec nos GSM, on n'irait pas très loin, mais par contre, l'abeille, il y en a certaines qui vivraient très bien parce qu'elles ont les réserves. Leur ADN a appris à surstocker parce qu'il y avait eu des traumatismes dans l'univers et dans et dans cette planète qu'elles connaissent depuis tant de millions d'années. Voilà. Donc la production, la récolte, tout ça n'est pas un problème en soi. Ce qui est un problème, c'est la manière de le faire. Ce qui est un problème, c'est de dire the sound of money. Ce qui est un problème, c'est de dire tout ça, mais pas le fait d'être en relation avec les abeilles, d'être à leur écoute, d'apprendre d'elles, d'apprendre du vivant, parce qu'elles sont, et elles représentent une des clés de voûte du vivant. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça que l'on doit apprendre dans les écoles d'apiculture, de mon point de vue et de mon expérience. Ce n'est pas possible de continuer comme ça, the sound of money. Alors, oui. Alors, attends, puisqu'on arrête, je vais voir un petit peu, voilà. Alors, là, parlons plus de la production. Là, j'ai parlé en général de la production. Et il est clair que récolter du miel, si on respecte les quantités nécessaires pour elle, c'est bien. Mais tu sais, quand on ne respecte pas les quantités... Attends, je vais faire autre chose, je vais faire ça parce que je pense que je regarderai plus en face. Voilà. Quand on ne respecte pas les quantités et qu'après on dit, bah ouais, moi, mon miel, je le vends 15 balles et j'achète du sirop à 2 balles, c'est rentable. Donc je vais vendre mon miel et je vais leur filer du sirop si elle manque de nourriture. Ça, c'est pas respecter l'abeille. Ça, c'est pas respecter la vie, le vivant. Donc j'en parle pas de cette apiculture-là. Mais sinon, tu peux tout à fait prendre vraiment le surplus, avoir des productions merveilleuses. Tu vas avoir un peu plus de ruches, mais tu vas les traiter mieux, ça sera plus facile, tu auras plus d'harmonie, tu vas être bien dans ta vie. C'est pas le sujet. Alors, le miel, c'est une chose. Après, c'est vrai qu'il y a le pollen, qu'il y a la propolis, qu'il y a des tas d'éléments comme ça. Je pense qu'on peut être dans ce même respect des éléments en prenant du pollen de manière respectueuse, en prenant du propolis, de la propolis de manière respectueuse. Pareil pour le venin, c'est juste les techniques actuelles qui sont dramatiques, où ça marche pas. Trouvons des techniques. Faisons travailler nos têtes pour le venin, mais arrêtons
de récolter du venin de cette manière-là. Et en plus, c'est pas du venin, c'est un truc qui doit s'appeler autrement d'ailleurs, parce que c'est de la pitoxine, mais c'est pas du venin. Le venin, moi je l'ai étudié en chimie, je l'ai étudié en laboratoire, j'ai fait des recherches là, sur les huiles essentielles des venins. Je peux te dire qu'il n'y a quasiment plus rien dans le venin déshydraté. Donc, je parle pas de ça. Je parle, par exemple, du pollen frais. Je parle des choses qui sont sur le marché et qui peuvent être vraiment produites de manière en harmonie avec la colonie, de manière naturelle. Les produits seront un peu plus chers, mais rivaliser toujours vers le bas sur des produits de moins en moins chers, tout ça parce que les produits les moins chers sont des produits de synthèse et qu'on ne dit pas ce que c'est parce qu'on ne met pas la législation où il faut la mettre, ça me fait doucement rigoler. Un miel, c'est du travail, c'est du respect, c'est de la nature. C'est un tour du monde pour une colonie, parce qu'il faut un tour du monde. Dans chaque kilo de miel, il y a un tour de la planète. Il a fallu entre 40 et 45 000 kilomètres parcourus par les abeilles pour faire 1 kilo de miel. Donc, au bout du compte, il faudrait mettre les hiérarchies dans les choses et bien le faire. Surtout qu'en plus, le miel est un médicament exceptionnel, que ça soit même à le manger en quantité normale, petite, sublinguale et ainsi de suite, ça c'est une autre discussion. Mais ce qui est important, c'est de considérer les aliments de la ruche, les produits de la ruche, comme des merveilles que nous offrent les abeilles. Voilà. Ça, c'est mon raisonnement, et c'est comme ça que j'ai toujours parlé des abeilles ou écrit sur les abeilles. Par exemple, la législation est quand même assez folle. La législation européenne dit que le miel est la substance issue des abeilles des abeilles mellifères. Lapsus, c'est là que je veux en venir. Et donc, très bien, le miel est une substance issue des abeilles mellifères. Mais tous les petits producteurs qui veulent produire à partir de mélipone et qui veulent vendre en toute petite quantité pour faire déguster en Europe ou quoi que ce soit ce miel de mélipone ne peuvent pas le faire parce qu'ils ne peuvent pas importer la substance en tant que miel parce que ce n'est pas considéré dans l'Europe comme du miel. Et donc, on brime qui dans l'histoire? Pas les Chinois, pas les gens qui trafiquent le miel ailleurs, mais les gens qui essaient des petits producteurs qui essaient de valoriser leurs compétences, leurs connaissances et d'avoir de belles abeilles mélipones avec quelques grammes de miel à faire découvrir à l'autre. C'est ça qui est intéressant. Alors, ta question là, c'est une question d'aborder les problèmes que nous avons créés. Nous avons créé, en ne respectant pas l'abeille native, nous avons créé le problème du varroa. Nous l'avons importé. Et nous nous sommes retrouvés avec un gros problème qui a détruit très rapidement 50% à peu près du cheptel des colonies européennes. Après, tout ça a été compensé et tout, mais le varroa est un problème d'abord d'importation d'abeilles venues d'ailleurs, hein, avant tout. Je passe cette étape-là. Comment traiter le varroa aujourd'hui? On ne va pas refaire l'histoire et l'historique de tout ça. Comment traiter le varroa aujourd'hui? J'en parle dans mon ouvrage. L'approche du varroa, nous avons fait avec le varroa comme nous faisons systématiquement dans tout notre système de pensée. Vite, un produit, vite, je tue le varroa
et je ne me pose pas la question de savoir comment je peux aider les abeilles à lutter contre le varroa. Je me pose la question, si je ne tue pas le varroa, comment je vais récolter, comment je vais produire. Donc vite un produit pour aider à produire. Les abeilles natives, les petites noires, on s'est aperçu qu'elles étaient assez rapidement, si on les sélectionnait en 3-4 générations, elles devenaient très épouilleuses. Si on sélectionnait les souches les plus épouilleuses. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, l'abeille vit à 36 degrés. On commence maintenant à dire 34, tout ça, parce que, évidemment, comme les ruches ne sont pas au bon niveau, quand on prend la température dans les ruches, il n'y a que 34 degrés. Mais la vraie colonie, elle vit à 36 degrés. Dès qu'on met un écosystème qui lui correspond, elle vit à 36 degrés. Comme elle vit à 36 degrés, le varroa diminue très fortement sa ponte. Très fortement. Deuxième critère, la température et des souches épouilleuses. C'est déjà remarquable. OK ? Troisième critère, le nid à couvain. Comme par hasard, dans les vieilles cires noires, où il y a des toutes petites cellules, il y a moins de varroa. Alors on dit, oui, c'est pour le mal et tout ça. Peut-être. Mais aider nos abeilles, c'est leur donner des petites cellules. Est-ce qu'on sait que le raisonnement de la taille des cellules date de la fin du 19e siècle? Si on fait des cellules plus grosses et si on impose aux abeilles de faire des cellules plus grosses, on aura des abeilles plus grosses, donc elles transporteront plus de nectar dans leur jabot. Ça s'est avéré fondamentalement faux, mais on a gardé les dimensions des cires gaufrées, on a gardé les dimensions des abeilles, on a tout gardé de ce raisonnement-là. Donc voilà 3 paramètres qui vont aider les abeilles à lutter contre le varroa. Et comme par hasard, quand on met tous ces paramètres ensemble et qu'on attend 4 générations, il y a des travaux qui montrent qu'il y a des varroas qui restent, mais moins de 500 par colonie, et que tout ça est très bien géré et que ça n'engendre en rien une perturbation dans la vie de la colonie. C'est un parasite de plus, mais les abeilles arrivent à s'en tirer très facilement. Mais c'est pas ça qu'on fait. On affaiblit le système immunitaire de la sous-espèce globale de la région. Pourquoi ? Parce qu'en traitant comme on traite, en ne sélectionnant pas, on laisse des souches non épouilleuses se développer, on laisse ces lignées-là se développer, et comme on les laisse se développer, ces lignées-là, à la sortie, nous avons des lignées qui sont toujours pas épouilleuses. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans la nature subsistent des colonies à l'état sauvage depuis des années, maintenant 10 ans, 15 ans, sans aucun traitement, parce que seules les souches épouilleuses ont résisté. Et quand tu vas voir ces souches dans la nature qui survivent, est-ce qu'il y a des buckfast? 0. Est-ce qu'il y a des souches qui viennent d'ailleurs? 0. Qu'est-ce que tu retrouves en grande majorité? Des petites noires. Locales. Intéressant. Tu prends ces souches, tu les sélectionnes, tu regardes comment elles sont épouilleuses, tu discutes avec elles pour qu'elles t'apprennent, et tu prends les meilleurs des meilleurs des meilleurs, et à la sortie, le varroa n'est plus un problème. Mais on a fait avec, on n'a pas fait contre. En laissant des souches épouilleuses, en laissant des souches non épouilleuses dans la nature, on affaiblit l'écosystème général de l'abeille. Voilà. Quid de la transhumance et du PUB. Alors,
Je vais boire, je vais prendre un peu d'eau. Hein. Je reviens. Ok. Ça se passe bien au niveau de l'enregistrement et tout? Ah ouais? Super. Alors, quid de la transhumance et du PUB? Alors, il y a pas mal de choses à dire. Prenons le PUB, le potentiel utile de butinage. Le potentiel utile de butinage, c'est un regard bienveillant sur l'emplacement, sur le rucher, sur la position où tu vas mettre tes colonies en fonction de leur écoute à elles, pas de ce que tu veux toi. De dire, ok, est-ce que tout au long de l'année, il va y avoir suffisamment d'eau, d'abord, hein, parce qu'en gros, une colonie, c'est quand même 60 kilos d'eau, 60 kilos de pollen et 60 kilos de miel par an. Hein. Je résume chez nous. Hein. En gros, c'est ça. Hein. Je schématise les chiffres, mais il faut de l'eau pour une colonie. Donc, ce qui fait 5 kilos par mois à peu près. Hein, voilà. Donc, tu vas avoir un regard bienveillant sur la position où tu vas mettre le rucher. Tu vas regarder s'il y aura des fleurs de printemps, s'il y aura des fleurs de butinage, s'il y aura du pollen. Tu vas regarder tout ça. Et ce potentiel utile de butinage, tu vas te dire sur cette zone-là, et c'est pas juste un rayon de 3 kilomètres comme ça, avec un cercle comme ça. Les abeilles ne passent pas les crêtes, les abeilles ne vont pas passer les étangs d'eau, les zones d'eau, les abeilles ne vont pas passer une forêt qu'elles ne butinent pas. Par exemple, une forêt de pins, elles ne vont pas passer de l'autre côté de la forêt de pins pour aller butiner. Elles vont rester en limite de forêt de pins, des fois un tout petit peu dessous, mais elles n'aiment pas aller profondément dans les forêts de pins. Donc voilà, par exemple, tous ces paramètres-là. Je ne vais pas parler de sapin, j'ai parlé de pin. Et ainsi de suite. Donc, tu fais ton potentiel utile de butinage avec les limites du secteur que tu as. Et là, tu te dis, OK, j'ai un potentiel pour mettre combien de colonies? Parce que si tu commences à mettre 100 colonies au même endroit, 50 colonies au même endroit, tu crées une surpopulation. En créant une surpopulation, tu crées un surbutinage. En créant un surbutinage, qu'est-ce que tu crées? Tu crées un stress global, environnemental pour les abeilles. Donc déjà, tu n'es pas bienveillant. Déjà, tu n'es pas à l'écoute de tes abeilles. Ah oui, mais l'Europe ne donne des subventions que si tu fais des ruchers de 50. Oui, ben tant pis, c'est l'Europe qui a tort. Je ne vais pas, moi, toucher des subventions parce que l'Europe m'impose 50 alors que ça va bousiller mes abeilles. Je ne sais pas à l'endroit où je suis combien je vais mettre d'abeilles. Je vais d'abord regarder quels sont les végétaux, qu'est-ce qui va se passer tout au long de mon année, et je vais voir si je mets 12 colonies, 10 colonies, 5 colonies, 15 colonies, 20 colonies, et ainsi de suite. Ça, c'est le PUB classique. Et puis, s'il y a un moment de mon année, il n'y a plus d'eau, parce que je suis dans une saison aride ou quoi que ce soit, je ne vais pas oublier d'apporter et d'abreuver mes abeilles. D'apporter de l'eau et d'abreuver mes abeilles. Ça, c'est le PUB.
Après, il y a la transhumance. Alors, la transhumance, il y a les petites transhumances et les grandes transhumances. Pour moi, la transhumance régionale, où au fond, tu sais, tu pars du bord de mer et tu arrives dans les préalpes pour monter en même temps certaines ruches pour avoir un peu un miel de montagne ou quoi que ce soit, avec des ruches sédentaires et quelques ruches que tu transhumes comme ça. J'ai pas dans ma tête comme ça quelque chose qui est pas bienveillant, dans le sens où si tu respectes le rythme et que c'est des abeilles natives de la région, t'as pas changé leur milieu. Par contre, le camion qui amène 300 ruches, 500 ruches, 1000 ruches, 3000 ruches d'Allemagne sur le plateau de Valençol en été pour faire du miel de lavande et qui met des lignées comme ça de 300, 400 ruches d'affilée au bord des champs de lavande, ça me hérisse un peu le poil, quoi. Surtout que ça les met dans des situations de stress monstrueux. Parce que la lavande de culture, c'est une lavande, ce sont des clones, c'est asexué, il n'y a pas de pollen, et que tu produis comme ça sans rien faire d'autre. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas la possibilité de produire du miel de lavande. Je dis que la manière dont c'est fait, pour moi, ne respecte pas la vie et ne respecte pas les éléments. Ça fait de l'argent, ok, ça fait de l'argent. Garde-le, ton argent. J'ai pas cette envie de vivre ça. J'ai souvent entendu dans ma vie, l'argent n'a pas d'odeur. C'est pas des choses qui me parlent. L'argent est une énergie, mais c'est une énergie. Elle a une vie, elle a une réalité, et je ne le dénigre pas, je suis même, voilà, dans la vie très respectueux de ça, mais respectueux à sa place, pas comme le centre de la chose. Voilà. Ah. L'AEAV, l'Association européenne d'apiculture vivante, c'est une association qui existe depuis 30 ans maintenant. C'est une toute petite association qui n'a pas encore pris son envol parce que je te laisse écrire. Ah, ok. Alors, je vais sauter la EAV parce que c'est pas encore... ok. Je vais juste reparler de la transhumance. Il y a un autre élément dans la transhumance dont il faut tenir compte, c'est que les végétaux s'adaptent à leur climat et à leur terrain. Et on sait par exemple qu'une huile essentielle d'un végétal à telle altitude et dans tel contexte va être différente que l'huile essentielle du même végétal ailleurs, dans la montagne ou dans la plaine, avec un autre climat et ainsi de suite. Eh bien, les miels, c'est la même chose. Si on valorisait beaucoup plus les miels de région, les miels non pas monofloraux, mais multifloraux d'un endroit donné, on aurait une valeur ajoutée qui, au fond, serait aussi belle
que celle d'un miel de lavande ou d'un miel de cru, quel qu'il soit. Et je trouve que là, ça évite la notion de transhumance dans cette notion absolument aberrante d'irrespect des abeilles. Avec le tour d'horizon que nous avons fait d'une revisite de l'apiculture, hein, qui est l'apiculture éthologique en fait, avec ce tour d'horizon, je dirais vraiment à ceux qui ont envie de faire de l'abeille, qui ont envie d'être en relation avec l'abeille, qui ont envie de faire de l'apiculture, de devenir des bergers d'abeilles, je dirais vraiment que ce qui est intéressant, c'est de comprendre que, quoi qu'il arrive au fur et à mesure des années d'apiculture, on a toujours à apprendre des abeilles. Ça nous impose toujours la réflexion, ça nous impose toujours un message de bonheur, un message du vivant, un message très intéressant. Alors, bien sûr que moi j'ai un regard très particulier sur le venin, parce que comme le venin est très bienfaisant pour notre corps, quand je me fais piquer, j'ai pas cette appréhension du venin. D'abord parce que au bout de 50 ans, je commence à avoir l'habitude, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un accueil du venin dans le corps qui est différent. Mais souvent, j'ai vu que les apiculteurs se couvraient énormément parce qu'ils avaient peur d'être piqués. Non, c'est inhérent à l'apiculture, c'est inhérent à l'abeille. Il faut se couvrir pour se protéger parce que il faut faire attention que les abeilles ne se coincent pas et ainsi de suite. Voilà. Mais je crois que, par respect, il faut se protéger, mais je crois que la peur de l'abeille est à dépasser, la peur de la piqûre est à dépasser, et là on trouve une relation vraiment très sincère avec l'abeille. Ce que je souhaite à tout le monde, c'est de trouver cette relation avec l'abeille. Voilà. Ça te va? Oui. Je sais pas ce que tu en feras, mais